des Normands Liber nous Seigneur. Telle est l'imprécation que les moines occidentaux commencent à intégrer à leur prière à partir du IXe siècle en Occident pour se prémunir des dévastations des Vikings sur les monastères, les abbayes et les campagnes alentours. Les Vikings vont aller ensuite jusqu'en mer Méditerranée, dans l'Empire byzantin, dans la sphère slave et même dans le monde arabo-musulman. Mais nous nous concentrerons aujourd'hui sur le souvenir qu'ils ont laissé de leur passage en Occident, soit en Francie occidentale et en Angleterre principalement. Dans ces territoires, les Vikings sont bien connus dès la fin du 8e siècle. Le terme viking n'est cependant pas utilisé dans les sources écrites en Occident entre le 9e et le 11e siècle. Il s'agit en effet d'un terme scandinave qui ne se diffuse d'ailleurs en Scandinavie elle-même qu'à partir du 12e siècle. Pour désigner les Vikings, les Occidentaux utilisent plutôt des termes qui se réfèrent à leurs origines géographiques. Ce sont des Danois, des Danis, des hommes du Nord, des Nordmanni. Cela a d'ailleurs pu provoquer une certaine confusion par la suite avec l'idée que les Vikings seraient un équivalent des Scandinaves, d'un peuple géographiquement délimité. En réalité, ils désignent non pas une origine ethnique, mais plutôt une activité, à savoir les raids de pillage. De fait, les sources latines les nomment souvent pirates, pillards ou encore rameurs. Enfin, un terme qui revient constamment les concernant chez les auteurs occidentaux est celui de païen. Nous verrons que ce dernier terme a une importance toute particulière car les auteurs qui écrivent au sujet des Vikings à cette époque sont chrétiens. Pour eux, les Vikings sont donc avant tout des barbares qui ne connaissent pas la vraie foi, le vrai Dieu. Nous allons donc voir comment cette vision se répand au 9e, 11e siècle au sein de la chrétienté occidentale. Notons au passage que les auteurs occidentaux ne sont pas les seuls à nous renseigner sur les Vikings. Ces derniers ont aussi laissé des traces dans des textes grecs, slaves ou encore arabes que nous laisserons de côté pour aujourd'hui. De même, les sources scandinaves au sujet des Vikings ne seront pas traitées aujourd'hui dans la mesure où elles sont très tardives puisqu'elles émergent surtout au XIIe, XIVe siècle. Enfin, nous ne nous occuperons pas des sources archéologiques, pourtant très nombreuses pour la période viking, afin de nous concentrer uniquement sur la perception que les habitants des terres occidentales pouvaient formuler au sujet des pierres scandinaves entre la fin du Haut Moyen-Âge et le début du Moyen-Âge central. À cette époque, la quasi-totalité des lettrés sont des personnes issues du clergé, qui écrivent donc avec un point de vue profondément chrétien. Nous allons donc nous demander dans quelle mesure ce point de vue a pu influencer la vision des Scandinaves que les Occidentaux pouvaient avoir à cette époque. Je ferai d'abord un bref rappel sur l'histoire des raids vikings qui ont touché l'Occident entre le 9e et le 11e siècle, afin de replacer le contexte dans lequel cette vision des Vikings a vu le jour. Puis je me pencherai sur le portrait très péjoratif qui est fait des Vikings dans les sources occidentales, entre paganisme et barbarie. Enfin, je présenterai dans un dernier temps les caractéristiques plus positives qui ressortent malgré tout de certaines sources au sujet des Vikings en Occident, afin de nuancer ce point de vue négatif. Rappelons donc les événements. Dès la fin du 8e siècle, les Vikings déferlent en Occident. La date de 793 est souvent tenue pour être le début de l'époque viking, du fait du grand raid qui s'abat sur l'abbaye de Lindisfarne cette année-là, en Angleterre. Toutefois, il ne s'agit pas réellement du tout premier raid viking. Les Scandinaves ont déjà mené plusieurs expéditions de pillage dans les îles britanniques avant cette date, dans les années 780, voire même auparavant, selon certaines sources archéologiques. Les Vikings continuent ensuite à piller l'Angleterre et progressent vers l'Irlande et le littoral atlantique de la Francie occidentale. Ils pillent notamment à cette occasion, l'île de Noirmoutier, en Aquitaine, en 799. Pour le moment, leurs activités sont assez limitées à des raids ponctuels et sans grande coordination entre eux. Cependant, les moines de Noirmoutier sont forcés de fuir leur monastère et Charlemagne décide d'instaurer une garde côtière pour défendre les littoraux occidentaux de son empire. Cette ligne défensive n'est cependant pas maintenue après sa mort. Le phénomène viking peut donc s'intensifier grandement à partir du IXe siècle. C'est effectivement ce qui se produit tout au long de ce IXe siècle où l'on observe une forte augmentation des raids vikings dans tout l'Occident, ainsi qu'au-delà, en Méditerranée et dans l'Est de l'Europe. Le IXe siècle marque donc le paroxysme des attaques scandinaves partout sur le continent européen et plus particulièrement dans les territoires occidentaux.
Les hivernages se font de plus en plus longs sur les côtes franques et anglaises. Les raids ne sont plus des expéditions courtes et ponctuelles, mais se transforment en de grandes expéditions de longue durée, coordonnant des forces navales toujours plus importantes, tant et si bien que la plupart des historiens estiment qu'on peut parler à partir de la seconde moitié du IXe siècle de véritables armées vikings. Tel est notamment le cas en 866, lorsque des vikings venus pour la plupart du Danemark envahissent en grand nombre les îles britanniques au sein de ce que l'historiographie a pris l'habitude d'appeler la Grande Armée païenne. Cette dernière entraîne une première conquête des territoires anglais du centre et du nord de l'île de Grande-Bretagne, formant alors le Danelaw, un territoire scandinave qui persiste en Angleterre jusqu'au milieu du Xe siècle. Certains historiens estiment même que les Vikings auraient établi une sorte de principauté scandinave en Angleterre entre 866 et 954, au sein du Danelaw, avec pour épicentre la ville de York, parfois considérée comme la capitale des territoires scandinaves en Angleterre. Toutefois, en cette première moitié du Xe siècle, les raids vikings commencent à diminuer. En effet, à partir du Xe siècle, on observe une forte accalmie des raids vikings dans tout l'Occident. Notons que ce n'est pas le cas dans le reste des continents touchés par les expéditions scandinaves, notamment à l'Est et jusque dans le monde arabo-musulman, où les Vikings continuent leurs activités de pillage avec une intensité toujours aussi forte. Les Occidentaux jouissent en tout cas d'une certaine tranquillité jusque dans les années 980, date à laquelle les raids vikings reprennent petit à petit. Cette reprise des raids s'explique alors en grande partie par les royautés qui émergent en Scandinavie à cette époque. Les rois scandinaves commencent à gagner en pouvoir et en autorité dans leur royaume, et ils organisent alors de grandes expéditions vikings pour affirmer leur puissance et ramener des richesses en Scandinavie. Les raids changent néanmoins d'objectif. Il ne s'agit plus seulement de piller, mais bien de conquérir les territoires occidentaux. Ils y parviennent d'ailleurs parfois, comme cela est le cas en Angleterre à nouveau, avec la conquête réussie par les Danois menée par Sven à la barbe fourchue en 1013. Les Danois parviennent à garder le pouvoir sur le trône d'Angleterre pendant quelques décennies. Néanmoins, l'expansion viking s'essouffle rapidement à partir du milieu du XIe siècle. C'est finalement la défaite du roi norvégien Harald le Sévère en 1066 à la bataille de Stamford Bridge qui met fin au rêve de conquête des Scandinaves en Angleterre et partout ailleurs. Cette date marque ainsi traditionnellement la fin de l'époque viking, bien que quelques raids continuent d'être menés en divers lieux de l'Occident chrétien dans la seconde moitié du XIe siècle. Les premiers textes au sujet des Vikings apparaissent en Occident au IXe siècle. Ce sont pour la plupart des annales, c'est-à-dire des textes qui relatent année après année les événements survenus dans les monastères occidentaux. Parmi ces textes, les annales de Saint-Bertin sont parmi ceux qui contiennent le plus de mentions des raids vikings. Ainsi, pour l'année 844, ces annales indiquent par exemple que les Vikings fomentent la guerre, par la victoire exigent tribut, pillent, volent, ne cessent de faire le mal, consomment la terre à leur gré. Ce passage nous informe sur l'une des pratiques favorites des Vikings, à savoir le pillage assorti du paiement d'un tribut, appelé le Danegeld, qu'ils exigent des populations locales en échange de l'arrêt de leurs attaques. Ce que l'on peut à bon droit considérer comme une forme de racket complète en partie une panoplie de tactiques vikings que les auteurs occidentaux relatent dans toute leur violence. Ainsi, les mêmes annales indiquent pour l'année 845 que les Normands, remontant la Seine en provenance de la mer, délaissant les lieux marins, dévastent et ravagent par l'incendie. L'incendie des établissements religieux, à l'image de l'abbaye de Jumièges en 841 par exemple, est en effet l'une des stratégies préférées des Scandinaves pour piller les monastères qui contiennent souvent de nombreuses richesses et sont très peu protégés de ce genre d'attaque. Ce qui caractérise donc les Vikings en premier lieu pour les Occidentaux est la violence avec laquelle ils s'attaquent aux richesses des terres occidentales, en particulier des établissements religieux et des territoires qui bordent les littoraux. Cette violence aboutit souvent à des situations de désordre, d'après les auteurs occidentaux. Ainsi, le moine Abbon de Saint-Germain fait le récit du raid viking qui frappe la capitale du royaume, Paris, en 885, en ces termes. Les Vikings parcourent, ces sauvages, les collines et les champs, les forêts, les plaines découvertes et les villages. Enfants de tout âge, jeunes gens, vieillards chenus, et les pères et les fils et aussi les mères, ils tuent tout le monde. Ils massacrent le mari sous les yeux de sa femme, sous les yeux de son mari, la femme est la proie du carnage, les enfants périssent en présence de leur père et mère.
Le cerf obtient sa liberté, l'homme libre tombe en esclavage, le serviteur devient maître, le maître, au contraire, devient serviteur. Le vigneron et les cultivateurs subissent tous, ainsi que les vignes et la terre, la domination cruelle de la mort. Alors, cette citation est particulièrement intéressante dans la mesure où elle ne nous renseigne pas seulement sur les pratiques violentes des Vikings, mais aussi sur l'effet que les raids ont sur les populations locales. Ainsi, pour Habon, les Vikings sont, au-delà d'être simplement des pillards, des fauteurs de troubles et des agents du chaos. Outre leur déprédation, ils désorganisent la société occidentale et renversent l'ordre social en place. Ce type de remarque de la part d'un moine occidental pointe directement vers le caractère barbare des Vikings. Ils sont par là même opposés littéralement à toute forme de civilisation. Outre leur caractère violent, c'est donc aussi leur sauvagerie sur le plan social et culturel qui semble frapper les auteurs occidentaux du Moyen-Âge. Enfin, la troisième grande caractéristique de ces hommes du Nord qui pillent l'Occident est de s'attaquer plus spécifiquement aux établissements religieux et donc de s'imposer en ennemis de la chrétienté. Or, les Scandinaves de l'époque viking sont pour la majorité polythéistes et ne sont pas convertis au christianisme, bien que la plupart d'entre eux connaissent la religion chrétienne sans y adhérer. Ils vénèrent de multiples divinités, parmi lesquelles Odin, Thor ou encore Freya. Ce sont donc aux yeux des Occidentaux de vils païens, et en ce sens, leur ignorance de la révélation chrétienne est comprise comme étant la source même de leur violence et de leur barbarie. Ainsi, les annales de Saint-Vaast les décrivent en ces termes pour l'hiver 880-881. Les hommes du Nord, en infinie multitude, pénétrèrent dans notre monastère le lendemain de Noël et l'incendièrent, ainsi que la ville, le bourg monastique et tous les domaines alentours, après avoir tué tous ceux qu'ils avaient pu trouver. Ils se répandirent alors sur toute la terre jusqu'à la Somme, accumulant un gigantesque butin d'hommes, de bétail et de bêtes de somme. Les Vikings ne sont pas explicitement désignés dans ce passage comme des païens, mais le fait qu'ils lancent leur attaque pendant la période de Noël est notable pour l'auteur des Annales de Saint-Vaast. Cela est perçu comme une agression à l'encontre des populations chrétiennes qui sont alors en pleine période de trêve et de festivité. Ce genre d'attaque dans des périodes de paix du calendrier chrétien est pour les auteurs chrétiens un signe de la cruauté des païens qui est encore visible dans certains passages d'auteurs comme Guillaume de Jumièges qui, au XIe siècle, les décrit comme des loups dévorants qui s'en vont déchirer en pièces les brebis du Seigneur. Les auteurs occidentaux opposent ainsi des Vikings sanguinaires à d'innocents chrétiens. Certains vont jusqu'à les décrire comme des envoyés du diable. Tel est par exemple le cas d'Abon de Fleury, qui raconte le martyre du roi anglo-saxon Edmond, assassiné violemment par les Vikings en 869. Certains auteurs interprètent cependant à l'inverse les attaques vikings comme un châtiment divin pour punir les péchés des Occidentaux. Tel est le cas de Pascaz Radbert, abbé de Corbie, qui affirme dans la seconde moitié du IXe siècle que le glaive des barbares est sorti du fourreau du Seigneur. Pourtant, du côté scandinave, il n'y a aucune volonté attestée de s'en prendre spécifiquement aux chrétiens. Leurs attaques visent uniquement à acquérir des richesses sans but idéologique sous-jacent. Aussi, on perçoit dans ces textes le point de vue chrétien des auteurs occidentaux concernant les Vikings. Ce point de vue les conduit à forcer le trait sur leur violence, leur barbarie et leur cruauté païenne. Mais nous allons voir maintenant que cela ne les empêche pas pour autant de reconnaître à l'occasion quelques qualités aux Vikings. La première qualité des Vikings est sans aucun doute leur grande efficacité guerrière, ce que les auteurs occidentaux n'ont pas de mal à leur reconnaître, dans la mesure où cela ne contredit pas directement la violence qu'ils leur attribuent par ailleurs. Ainsi, plusieurs Vikings sont employés comme mercenaires dans les armées occidentales, et plus à l'est, jusque dans la prestigieuse armée impériale byzantine. La puissance militaire des Vikings est particulièrement visible dans les descriptions que les auteurs occidentaux font des premières armées scandinaves qui apparaissent donc dans la seconde moitié du IXe siècle. On peut par exemple se référer à un texte en vieil anglais, comme la Chronique anglo-saxonne, qui est la première à mentionner l'existence d'une grande armée constituée de Danois et de païens pour les années 860-870. Cette armée cause en effet beaucoup de soucis au roi anglo-saxon à partir de 865 et n'est vaincue qu'en 878 par le roi Alfred, puis réapparaît en 892 sur le territoire anglais. Or, dans l'intermède, une alliance a été scellée avec un chef viking, Guthrum, entre Guthrum et le roi Alfred, qui l'autorise à rester en Angleterre avec son armée sur le territoire de l'Est Anglie.
Il est donc possible que le roi anglo-saxon ait utilisé les Vikings de Guthrum pour affirmer son contrôle sur cette région qu'il maîtrisait encore mal à l'époque. Plusieurs autres chefs vikings sont décrits par les sources occidentales comme ayant intégré les forces armées de certains princes ou rois occidentaux. Tel est par exemple le cas de Véland, un viking danois qui envahit la Francie occidentale et l'Angleterre dans les années 850, puis se met au service du roi franc Charles le Chauve en 860, d'après les annales de Saint-Bertin. Il reçoit même le baptême 2 ans plus tard, s'intégrant ainsi pleinement à la culture occidentale. Aussi, aux yeux des auteurs occidentaux, il n'est pas impossible pour un viking de mettre ses compétences guerrières au service des rois occidentaux. Ces qualités militaires sont en fait particulièrement appréciées des souverains de toute la chrétienté, qui sont donc souvent obligés de négocier avec les vikings. Or, les vikings sont d'habiles négociateurs, et c'est là l'une des qualités que les auteurs occidentaux leur reconnaissent également. Depuis les années 2000, un courant historiographique français, en particulier développé à la suite des travaux de Pierre Bauduin, met l'accent sur cette capacité des Vikings à négocier avec les Occidentaux, en particulier avec les Francs et les Anglo-Saxons. Ce que Pierre Bauduin appelle l'accommodation des Vikings consiste alors en une capacité à adopter et à s'approprier les pratiques de négociation des Occidentaux pour obtenir divers avantages, y compris la conquête de certains territoires. C'est ainsi qu'en 911, le chef viking Roland obtient la Normandie lors du traité de Saint-Pierre-sur-Erte. Là encore, il accepte de se faire baptiser en signe d'acceptation des mœurs chrétiennes occidentales dans un échange de bons procédés diplomatiques entre Vikings et Francs. Ce traité est signé après une grande campagne de raids menée par Roland dans la vallée de la Seine, poussant alors Charles le Simple à se mettre à la table des négociations avec les Vikings. Lors de la signature du traité, Roland se prête au jeu des gestes symboliques. Par exemple, celui de l'immixio manum, le mélange des mains, ou encore le baisement de pieds. Cela lui permet d'obtenir la terre entre l'Epte et la mer, c'est-à-dire la Normandie. Il accepte aussi d'épouser Gisla, fille de Charles le Simple, ce qui fait de lui le gendre de ce dernier et lui permet donc d'entrer directement dans la famille royale franque. Le duché de Normandie, qu'il fonde alors, est appelé à avoir une longue postérité et constitue une réussite éclatante de la capacité de négociation des Scandinaves durant l'époque viking. Consécration ultime, Roland fait l'objet d'une biographie détaillée de la main d'un auteur occidental, Dudon de Saint-Quentin, qui écrit entre 996 et 1010 une histoire tout à la gloire de la dynastie fondée par Roland en Normandie. On a ainsi, en ce début du XIe siècle, l'apparition d'un texte occidental qui rend hommage à un chef viking, bien plus qu'il ne le dénigre. Toutefois, cela n'est possible que dans la mesure où Roland s'est acculturé à la culture franque et en particulier au christianisme. Le dernier point positif qui ressort des écrits occidentaux au sujet des Vikings est en effet la possibilité pour ces derniers d'accéder à la révélation chrétienne et d'être ainsi rachetés de leurs conditions de païens. La christianisation des Scandinaves commence dès le début du IXe siècle. Elle ne se fait toutefois pas sans heurts, car les premières missions menées par Ancher en Suède, par exemple, sont accueillies avec une grande hostilité par les populations scandinaves, si l'on en croit Rimbert, l'auteur d'origine franque de la vie de Saint Ancher. Cependant, certains textes occidentaux montrent à la même époque la capacité des Vikings à adopter la religion chrétienne et à se faire pardonner leurs péchés antérieurs. Tel est par exemple le cas du poème en l'honneur de Louis le Pieux, un texte versifié rédigé par Hermold le Noir vers 826-828, qui relate le baptême du roi danois Harald Klak. L'auteur place dans la bouche du roi danois les mots suivants. Je souhaite voir le royaume des Francs, la piété de César, sa force militaire, le service de sa table, le culte des chrétiens et les honneurs qu'ils rendent à ce Dieu, Christ, ce Dieu dont tu dis que toute puissance lui obéit et que votre foi le place au plus haut du ciel. Si votre Christ que tu prêches exauce mes vœux, alors je passerai aux actes. Les dieux auxquels nous avons consacré des autels continueront d'être adorés jusqu'à ce que j'aie pu voir les temples de votre Dieu. Si ce Dieu l'emporte en gloire sur les nôtres, et peu d'avantage pour celui qui prie, ce sera un avertissement d'abandonner notre culte. Volontiers, je me soumettrai au Christ et je jetterai aux flammes nos idoles de métal. Pour Hermold le Noir, qui reconstitue ici avec ses propres mots le discours d'acceptation du baptême qu'aurait pu tenir un roi scandinave comme Harald Klak, il existe donc bien une possibilité de rédemption chrétienne pour les hommes du Nord.
Comme on le voit, il décrit le roi danois comme un païen ouvert à l'idée de se convertir, mais seulement s'il voit les preuves tangibles d'une puissance du Dieu chrétien pour obtenir ce qu'il désire. Cette image du païen qui n'accepte de croire que sur preuve est tout à fait typique du point de vue chrétien sur les peuples non chrétiens. Mais elle souligne en tout cas l'ouverture des mentalités scandinaves au sujet du christianisme, qui est aux yeux des auteurs occidentaux une qualité notable, permettant en quelque sorte d'excuser aux païens leurs erreurs passées. Pour conclure, on peut donc affirmer que les Vikings sont perçus par les auteurs occidentaux du 9e-11e siècle comme des barbares qui, progressivement, parviennent à s'intégrer de plus en plus à la société occidentale. On pourrait en ce sens les qualifier à leurs yeux de barbares en voie de civilisation. Le point de vue de ces auteurs est en effet celui d'individus profondément chrétiens, traumatisés par la violence des raids scandinaves qui s'abattent sur la Francie occidentale et sur l'Angleterre. En cherchant à donner un sens à ces attaques des païens sur les chrétiens, les auteurs occidentaux en arrivent alors à plusieurs explications qui finissent par placer les Vikings au cœur de certains questionnements spirituels plus profonds. Il s'agit en effet pour les chrétiens de comprendre pourquoi Dieu a souhaité les soumettre à de telles violences de la part des Vikings. Plusieurs pistes émergent alors. Celle du châtiment divin n'est pas la plus répandue, mais elle fournit une raison toute trouvée dans un contexte où les chrétiens occidentaux développent de plus en plus la rhétorique de la pénitence et du rachat des péchés. L'idée que les Vikings puissent avoir été envoyés par Dieu et non par le diable commence donc à prendre de l'importance chez certains auteurs. C'est peut-être pour cette raison qu'au fil de ces 3 siècles, les Vikings acquièrent une place plus favorable dans certains récits occidentaux. Ainsi, s'ils ne perdent jamais leur caractère cruel et sanguinaire dans les écrits produits dans l'Occident médiéval, ils se voient petit à petit reconnus dans certaines de leurs qualités. Ingénieux, habiles à la guerre et ouverts d'esprit sur le plan religieux, ils apparaissent à certains occidentaux comme de bons barbares, qui, à l'image du stéréotype du bon sauvage, pourront être rachetés de leurs fautes passées par l'adoption des mœurs de la civilisation occidentale. En l'espèce, c'est la conversion au christianisme qui apparaît aux auteurs occidentaux comme la principale voie d'accès à cette civilisation occidentale pour les barbares scandinaves. En acceptant de se plier aux coutumes chrétiennes, les Vikings donnent des preuves de leur bonne foi, littéralement, et deviennent des partenaires fiables dans les négociations et les alliances qu'ils développent avec les Occidentaux. Parce qu'ils croient au même Dieu que les Occidentaux et appliquent les mêmes règles de vie que les chrétiens, on peut désormais leur faire confiance au point de leur confier de grands territoires comme la Normandie ou même comme l'Angleterre. Une longue postérité de l'aventure viking en Occident est alors envisageable. Le viking Rollon, qui fonda la Normandie, a parmi ses successeurs le célèbre Guillaume le Conquérant, futur roi d'Angleterre et lui-même ancêtre de la grande dynastie des Plantagenets, amené à régner à la fois sur les royaumes de France et d'Angleterre. Aussi bien peut-on considérer que les Vikings ont en partie posé les bases des conflits qui opposèrent par la suite les Anglais et les Français durant la guerre de 100 ans, montrant ainsi leur influence durable sur l'histoire de l'Occident médiéval. Mais cela est une autre histoire.